En mars 1953, un homme du nom de Joseph Staline, détenteur du pouvoir absolu, s'effondra sur Ali. Mais ses gardes du corps restèrent figés devant la porte. Ses conseillers attendirent en silence, et personne n'osait l'approcher. Le système qui fit disparaître des millions de personnes du Goulag continua de fonctionner sans faillir, même après la mort de son créateur. Comment un garçon, le gentil porteur d'espoir pour la révolution, devint-il un homme de pouvoir impitoyable, dictant le destin de dizaines de millions d'êtres humains? Ce livre retrace la vie du révolutionnaire derrière le pseudonyme de Staline, Stein, le 18 décembre 1878. Dans la petite ville de Georgia, aux confins de l'Empire russe, naquit un garçon nommé Joseph Jusipili, fils d'un pauvre cordonnier. La fin de la Russie fut une époque de profondes contradictions sociales. Les vestiges du servage dominaient encore les campagnes, et les ouvriers des villes gémissaient sous le poids de l'exploitation et de la misère. Parmi les intellectuels, le populisme et le marxisme se répandaient, les attentats et les assassinats étaient fréquents, et l'esprit révolutionnaire s'enracinait profondément dans la clandestinité. La famille du jeune garçon reflétait les souffrances de l'époque. Son père, Bozarian Jusipili, était ivrogne et battait sans pitié sa femme et son fils. Le jeune Iosif subissait la violence paternelle nuit après nuit, ce qui le marqua profondément. Méfiance et hostilité envers le monde extérieur, besoin impérieux de ne pas être contrôlé, et paradoxalement, désir de dominer autrui. Tous ces traits psychologiques se sont forgés durant cette période. En 1884, Iosif, âgé de 6 ans, contracta la variole. Il souffrit d'une forte fièvre et d'une éruption cutanée qui durèrent plusieurs jours. Et après sa guérison, son visage resta marqué d'une cicatrice indélébile. Les autres enfants se moquaient de son apparence, ce qui l'isola davantage. Un sentiment de victimisation et d'infériorité s'ancra profondément en lui. Cette expérience engendra plus tard une tendance paranoïaque, le poussant à prendre toute critique comme une insulte personnelle et à ne tolérer aucune concurrence. Sa mère, Ekaterina, a rêvé de le voir devenir prêtre après avoir échappé à la pauvreté et à la violence. En 1894, Iosif, alors âgé de 16 ans, entra au séminaire de Tbilissi. Mais la discipline rigide et l'autorité excessive de l'établissement ne firent que l'exaspérer. Il se mit alors à dévorer des ouvrages révolutionnaires interdits. La lecture du capitalisme de Marx, des pamphlets de Lénine et des écrits des populistes russes lui offrit un cadre idéologique pour nourrir sa colère et son sentiment d'injustice. L'absurdité de la société n'était pas pour lui un mal individuel, mais une conséquence de la structure des classes, et la révolution violente lui apparut comme une nécessité historique. En 1899, après son expulsion du séminaire pour activité révolutionnaire, Staline s'engagea pleinement dans la clandestinité révolutionnaire, organisant les ouvriers et incitant aux grèves. Cependant, il fut rapidement arrêté et exilé en Sibérie, laissant du énergie à perte de vue, l'isolement, la surveillance non-stop, et l'expérience de l'exil par des températures glaciales de 40 degrés le rendirent encore plus impitoyable. Pour survivre, il devait réprimer ses émotions, considérer autrui comme un instrument et se désintéresser de toute action servant ses propres intérêts. Durant cette période, il utilisa plusieurs pseudonymes, mais finit par adopter le nom de Staline. Ce surnom, qui signifie acier en russe, n'était pas qu'un simple alias, mais une manière de se définir et une image qu'il souhaitait projeter au monde. Une volonté d'acier, inébranlable face à la douleur, capable de briser toutes les émotions et de surmonter tous les obstacles. C'était l'image de soi qu'il recherchait. Lorsque les bolcheviks de Lénine se séparèrent des mencheviks, Staline choisit les bolcheviks sans hésiter. La théorie bolchevique d'avant-parti et ses principes d'organisation centralisée correspondaient parfaitement à ses aspirations, alors que d'autres révolutionnaires se perdaient dans des débats idéologiques et l'élaboration de théories. Staline privilégiait l'action concrète. Il n'était ni un intellectuel prolifique ni un orateur hors pair. En revanche, il excellait dans la gestion d'une organisation, la levée de fonds et l'élimination de ses opposants. Le 26 juin 1907, un audacieux braquage de banque eut lieu à Tbilissi. Le groupe armé bolchevique prit d'assaut un fourgon blindé et s'empara de 250 000 roubles, une opération que Staline avait planifiée en secret. Des dizaines de personnes furent tuées lors de cette attaque. Pour Staline, c'était un sacrifice inévitable pour obtenir le financement de la révolution. Face à la cause révolutionnaire, les vices individuels passèrent au second plan et la violence devint un moyen légitime. Peu à peu, ses pairs révolutionnaires commencèrent à se méfier de son attitude et il ne parvint pas non plus à instaurer une véritable confiance avec ses camarades. Il avait tendance à voir en chacun un concurrent ou un traître potentiel et prenait toute critique comme une attaque personnelle. En cas de défaite, il ne pardonnait pas à son adversaire et manifestait une obsession pour la domination. Cette méfiance paranoïaque n'était pas qu'un simple défaut de caractère, mais le fondement psychologique d'un système de peur qui allait engloutir des dizaines de millions de personnes. En octobre 1917, la révolution bolchevique triompha. Un nouveau gouvernement soviétique fut instauré et Lénine en devint le dirigeant. Trotsky fut vénéré comme un héros révolutionnaire, tandis que Zinoviev et Kamenev régnaient en maître au sein du parti. La présence de Staline, en comparaison, était relativement discrète,
mais il s'imposait en toute tranquillité. Durant la guerre civile, il contrôla les minorités ethniques en tant que membre du comité populaire des affaires ethniques et procéda à des réquisitions forcées impitoyables pour l'approvisionnement alimentaire. L'opposition était systématiquement éliminée, les désaccords étaient considérés comme de la trahison et les idéaux de la révolution s'estompaient peu à peu face aux réalités du maintien du pouvoir. Le 3 avril 1922, Staline fut nommé secrétaire du comité central du parti bolchevique nouvellement créé. À l'époque, la plupart des cadres du parti considéraient ce poste comme un rôle opérationnel consistant à rédiger des procès-verbaux, gérer les documents et coordonner les affaires administratives. Tandis que des théoriciens et des orateurs flamboyants débattaient des lignes directrices au sein du Politburo, le secrétaire général apparaissait comme un homme de l'ombre, chargé de l'organisation des dossiers. Staline lui-même semblait accepter ce poste avec humilité. Mais Staline connaissait parfaitement la véritable valeur de cette fonction, et le secrétaire général gérait les dossiers du personnel des membres du parti, qui étaient affectés ou qui étaient promus, qui étaient rétrogradés. Toutes ces décisions passaient par son bureau. Le secrétaire général avait également le pouvoir de nommer les secrétaires des organisations locales du parti. Le secrétaire était également chargé de préparer l'ordre du jour des réunions du comité central, de diffuser les documents et de contrôler la circulation de l'information. Il occupait un poste lui permettant de contrôler l'ensemble du réseau du parti. Staline commença à agir méthodiquement et plaça ses fidèles à la tête des principales organisations locales. Les secrétaires du parti en Ukraine, en Géorgie et en Sibérie étaient composés de personnes redevables envers Staline. Les membres opérationnels du comité central, les inspecteurs de la commission d'inspection, les rédacteurs des organes du parti, eux aussi étaient à son service. Il fournissait des informations à Staline, devinait ses intentions et surveillait les tendances de ses opposants potentiels. Derrière la structure formelle du pouvoir, un réseau informel de loyauté se mettait en place. Parallèlement, Staline restait modéré et neutre en public. Ses collaborateurs évitaient les positions extrêmes dans les débats du parti et jouaient le rôle de médiateur, coordonnant les opinions des deux camps. Au lieu d'un discours spectaculaire, ils privilégiaient un rapport pragmatique, mettant l'accent sur l'efficacité organisationnelle plutôt que sur l'originalité théorique. Cette stratégie le faisait apparaître comme une figure inoffensive. Et ses rivaux potentiels ne se méfiaient pas de lui. Derrière la cause officielle de la légitimité révolutionnaire et de l'unité du parti, se cachait un objectif secret, le contrôle absolu de chaque individu. En décembre 1922, Lénine fut victime de 2 attaques cérébrales. Incrédule, il commença à s'inquiéter profondément pour l'avenir du parti. De fin décembre 1922 à début janvier 1923, il rédigea une série de notes orales. Dans ce document, connu plus tard sous le nom de Testament de Lénine, il évalua les principaux dirigeants du parti concernant Trotsky. Il le qualifia des hommes les plus compétents, mais pointa du doigt son excès de confiance, et rappela à Zinoviev et Kamenev leur trahison de 1917. Cependant, l'évaluation de Staline fut la plus sévère et le 4 janvier 1923, Lénine dicta une note supplémentaire. Le camarade Staline a concentré un pouvoir infini entre ses mains après sa nomination au poste de secrétaire général et je ne suis pas sûr qu'il puisse toujours user de ce pouvoir avec suffisamment de prudence. Quelques jours plus tard, j'ai ajouté une recommandation plus directe. Staline est trop brutal. Ce défaut est tolérable entre camarades, mais il devient intolérable au poste de secrétaire général. Je suggère donc à mes camarades de réfléchir à la manière de destituer Staline. Le 21 janvier 1924, Lénine décède et son testament est remis à la direction du parti. À l'approche du congrès du parti en mai, la question de la publication de la lettre de suicide suscite la controverse. Trotsky insiste sur sa divulgation, mais sans imposer sa volonté. Zinoviev et Kamenev, quant à eux, prennent la défense de Staline. Ils voient en Trotsky un concurrent plus dangereux et ont besoin de Staline comme allié. Finalement, le testament ne sera lu qu'à la délégation du Congrès et ne sera pas inclus dans les archives officielles. Le dernier avertissement de Lénine est ainsi étouffé, un moment qui déterminera le cours de l'histoire soviétique. Après la mort de Lénine, la lutte pour le pouvoir au sein du parti s'engage véritablement. Le successeur le plus probable est Lev Trotsky. Héros de la révolution d'octobre et génie militaire, il a mené l'armée rouge à la victoire lors de la guerre civile. Orateur et auteur de talent, il était également populaire. Mais il avait une faiblesse fatale. Les fondements de l'organisation du parti étaient fragiles. Ses relations personnelles avec les autres dirigeants étaient tendues. Staline forma une alliance officieuse avec Zinoviev et Kamenev, les triplés. Tous 3 collaborèrent pour isoler Trotsky, et de 1923 à 1924, ce dernier s'éloigna progressivement du parti. Des propositions politiques furent systématiquement rejetées et ses discours furent la cible de critiques. Le terme trotskisme fut forgé pour désigner une déviation de gauche par rapport à la ligne du parti. En 1925, Staline changea de stratégie. Après avoir écarté Trotsky et considérant désormais Zinoviev et Kamenev comme une menace, il s'allia avec le dirigeant de droite Nikolaï Bouarin. Zinoviev et Kamenev furent alors qualifiés d'opposants de gauche et leur collaboration passée pour dissimuler la volonté de Lénine devint un point faible. En 1926 et 1927, Zinoviev et Kamenev furent exclus du Politburo et démis de leurs fonctions clés.
En novembre 1927, Trotsky fut exclu du parti, puis exilé à Almaty, au Kazakhstan, et enfin expulsé de l'Union soviétique l'année suivante. Le départ du héros révolutionnaire en exil symbolisait la solidité du pouvoir stalinien. Trotsky s'installa finalement au Mexique après avoir transité par la Turquie, la France et la Norvège, mais il ne cessa jamais de critiquer Staline. En août 1940, l'assassin Ramon Mercader, envoyé par Staline, l'assomma d'un coup de piolet. Ce fut la disparition du dernier opposant à la révolution. Staline, au pouvoir, entreprit une refonte en profondeur de la société soviétique et, en 1928, le premier plan quinquennal fut lancé. L'objectif était une industrialisation rapide, dont les ressources devaient provenir du secteur agricole. Staline imposa une politique de collectivisation de l'agriculture. Le plan prévoyait l'intégration des exploitations privées dans une ferme collective appelée collège et le contrôle de la production par l'État. La plus forte résistance vint de la classe paysanne aisée, les Koulaks. Staline qualifia les Koulaks d'ennemis de classe et ordonna leur éradication sous le slogan « Éradication des Koulaks ». Des millions de paysans furent confisqués et déportés en Sibérie. Les agriculteurs qui résistaient à la collectivisation furent accusés de sabotage et arrêtés ou exécutés. En signe de résistance, ils abattaient leur bétail et cachaient leurs récoltes. De 1932 à 1933, une terrible famine ravagea l'Ukraine et le Caucase du Nord. Cette catastrophe, connue sous le nom de l'Holodomor, fut la conséquence directe de la collectivisation forcée et de l'exploitation impitoyable des céréales. L'État confisqua même les semences et interdit la distribution de nourriture dans les régions touchées par la famine. Rien qu'en Ukraine, au moins 3,5 millions de personnes moururent de faim, et certaines estimations font état de 7 millions de victimes. Des villages entiers disparurent, et les affamés périrent en se nourrissant d'écorces et de racines. Staline nia la famine, la qualifiant plutôt de sabotage des nationalistes ukrainiens. Staline purgea les cadres du parti qui le critiquaient et dissimula la famine au reste du monde, tandis que des millions de personnes mouraient de faim. L'Union soviétique exportait des céréales, et l'espoir d'un avenir prospère, fruit de la révolution, se mua en un désastre sans précédent. Lorsque la soif de pouvoir d'un individu se conjugua à une obsession idéologique, ce fut un exemple de la façon dont la politique d'État pouvait servir d'instrument au génocide. Une fois la guerre économique de résistance collective terminée, Staline ressentit immédiatement le besoin de se forger un ennemi intérieur politique susceptible de menacer son pouvoir. L'assassinat de Kirov en 1934 marqua le début de cette nouvelle terreur. Le 1er décembre 1934, vers CH30, des coups de feu retentirent au palais Solny à Leningrad. Sergei Kirov, premier secrétaire du parti communiste de Leningrad, fut assassiné. Le coupable était un membre subalterne du parti, Leonid Nikolaïev. Selon la version officielle, il s'agissait d'un crime isolé, motivé par un ressentiment personnel, mais de nombreux historiens soupçonnent Staline d'en être à l'origine. Kirov était un dirigeant populaire au sein du parti et adoptait une position modérée face à la politique répressive de Staline. Lors du congrès du parti de 1934, des rumeurs circulaient selon lesquelles certains représentants auraient proposé de nommer Kirov secrétaire. Et pour Staline, Kirov représentait un concurrent et une menace potentielle. Le jour de l'assassinat, le chef de la sécurité de Kirov trouva la mort dans un accident mystérieux et Nikolaïev fut abattu lors de son interrogatoire. La vérité fut alors étouffée. Staline exploita l'incident. Le soir même, il se rendit immédiatement à Leningrad et dirigea lui-même l'enquête. À minuit, le 1er décembre, le comité exécutif central adopta un décret d'urgence. Ce décret stipulait que l'enquête sur les terroristes présumés devait être bouclée sous 10 jours, que le procès se déroulerait sans avocat, sans possibilité d'appel, et que la peine de mort serait appliquée immédiatement. Ce texte devint l'instrument légal des grandes purges. Une vague d'arrestations s'ensuivit. Au début, d'anciens opposants comme Zinoviev et Kamenev furent pris pour cible et emprisonnés, accusés d'être moralement responsables de l'assassinat de Kirov. Mais ce n'était que le début. De 1936 à 1938, les grandes purges atteignirent leur paroxysme, terrorisant toute la société soviétique. En août 1936, le premier procès de Moscou se tint. Ces anciens dirigeants bolcheviques, dont Zinoviev et Kamenev, comparurent devant le tribunal et l'acte d'accusation fut choquant. Ils étaient accusés d'avoir conspiré avec Trotsky pour assassiner Staline et d'autres dirigeants du parti, et d'avoir dirigé une organisation terroriste visant à renverser l'Union soviétique. Le procès se déroula publiquement et des journalistes étrangers furent autorisés à y assister. Le plus surprenant fut que les accusés avouèrent tous les faits qui leur étaient reprochés. Des dirigeants qui avaient mené la révolution aux côtés de Lénine confessèrent en larmes leurs crimes devant le tribunal et implorèrent le pardon du parti et de Staline. Derrière cette scène sordide se cachait un système sophistiqué de torture et de pression psychologique. Les accusés furent détenus pendant des mois dans une prison souterraine du NKVD, la police secrète. Le NKVD était alors une agence d'État surpuissante chargée des arrestations, des enquêtes et du contrôle intérieur, et un organe exécutif créé des grandes purges. S'ensuivèrent des tortures incessantes, des interrogatoires constants et des menaces contre leur famille. Si vous avouez, vous sauverez votre vie. Répétait-on, si vous résistez,
toute votre famille sera exécutée. Certains choisirent même l'aveu comme ultime service rendu au parti. Même les aveux forcés étaient considérés comme un devoir civique et interprétés comme un acte de dénonciation de complot orchestré par des forces extérieures. Tous les 16 furent condamnés et fusillés le 25 août. En janvier 1937, un second procès eut lieu et 17 personnes furent inculpées, dont Kaladek. Au début de l'année suivante, le troisième et dernier procès incluait Nikolai Borin-Gura, jadis une figure que Lénine louait comme le théoricien le plus précieux du parti et un allié de Staline au milieu des années 1920, devint lui aussi l'ennemi du peuple et fut fusillé au tribunal. Ironie du sort pour la première génération de la Révolution. L'exécution pour trahison envers la Révolution fut une pratique courante. L'aspect le plus destructeur des grandes purges fut l'attaque contre l'armée. En mai 1937, le maréchal Mikhail Kuchevski et 8 autres généraux de haut rang furent arrêtés. Kuchevski, pionnier de la théorie militaire soviétique, avait développé des troupes mécanisées et des tactiques de guerre aérienne. Il fut accusé de conspirer avec l'état-major allemand pour fomenter un coup d'État. Les preuves furent fabriquées de toutes pièces par le NKVD. Selon certaines sources, les services de renseignement allemands auraient divulgué de faux documents pour semer la discorde au sein de l'Union soviétique, ce que Staline était prêt à exploiter. Kuchevski et ses collègues généraux furent condamnés à mort lors d'un procès à huis clos et exécutés le 11 juin. Après l'exécution, leurs corps furent incinérés et disparurent sans laisser de traces. La purge militaire ne faisait que commencer et, entre 1937 et 1938, la structure de commandement de l'armée rouge fut démantelée et 3 des 5 maréchaux furent exécutés. 13 des 15 commandants militaires, 57 des 85 commandants de corps et 100 des 195 commandants de division furent arrêtés ou exécutés. La plupart des généraux de la marine furent également démis de leurs fonctions et au total, plus de 35 000 officiers, y compris des commandants de l'aviation, furent purgés. Cette purge destructrice eut un effet dévastateur sur la puissance militaire de l'Union soviétique. Des commandants expérimentés disparurent et leurs postes furent occupés par des individus loyaux mais incompétents. Le développement de la théorie militaire fut stoppé et toute nouvelle expérimentation tactique fut considérée comme une dangereuse décision. Quelques années plus tard, face à l'épreuve de la survie que représentait l'invasion hitlérienne, le prix de cette décision fut payé par des millions de vies. La grande purge ne se limita pas aux fonctionnaires. Elle embrasa toute la société soviétique. Chefs d'usine, scientifiques, ingénieurs, enseignants, artistes. Aucun emploi, aucune fonction n'était à l'abri. Les raisons des arrestations étaient ambiguës. Ennemis du peuple, trotskistes, espions étrangers, sabotage. Cette stigmatisation sociale était injustifiée. Le NKVD appliquait un système de quotas. Chaque district se voyait attribuer un certain nombre de personnes arrêtées que les chefs locaux du NKVD devaient atteindre, sans se soucier de leur culpabilité. Ne pas atteindre le quota jetait le doute sur le responsable lui-même, tandis que le dépasser était salué comme une preuve de vigilance révolutionnaire. La purge était devenue un système auto-entretenu, fonctionnant selon sa propre logique. Dans ces sociétés soviétiques, les bousculades étaient monnaie courante. Les voisins s'accusaient entre eux et les collègues se tressaient. Des remarques anodines du passé, des contacts avec des étrangers, des liens de parenté éloignés avec l'opposition, tout était prétexte à suspicion. Le NKVD était submergé de plaintes anonymes. Certaines étaient motivées par une loyauté sincère, mais dans bien des cas, il s'agissait de ressentiments personnels, d'ambitions démesurées ou d'attaques préventives pour se protéger. La peur régnait également parmi les cadres du parti. Lorsque Staline prenait la parole au Politburo, chacun cherchait à comprendre ses propos. Même savoir quand applaudir et quand s'arrêter était devenu une question de survie. Si l'on cessait d'applaudir trop tôt, on était soupçonné de manque d'enthousiasme. Et si l'on applaudissait trop longtemps, on pouvait être pris pour un ricanement. En 1937, lors d'une conférence locale du parti, on rapporte que les applaudissements durèrent 11 minutes après le discours de Staline, car personne n'avait le courage d'arrêter le premier. Chaque nuit, des voitures noires patrouillaient dans les rues et des agents du NKVD arrêtaient les personnes figurant sur les listes. Le coup frappé à la porte à 2 h du matin devint un symbole de terreur et la plupart des personnes arrêtées ne revinrent jamais. Certaines furent fusillées et beaucoup furent renvoyées au goulag, un camp de concentration. Des millions de personnes moururent dans des conditions inhumaines de travail forcé dans les camps de Sibérie et d'Extrême-Orient. Même les statistiques officielles sont inexactes, mais on estime qu'au moins 680 000 personnes furent fusillées et plus de 1,5 million renvoyées dans des camps entre 1937 et 1938. L'aspect le plus ironique des grandes purges est qu'elles éliminèrent les sujets de la révolution au nom de sa défense. Parmi les personnes exécutées, beaucoup étaient des révolutionnaires qui avaient lutté contre le système tsariste et des combattants qui avaient risqué leur vie pour combattre aux côtés des bolcheviks pendant la guerre civile. En 1917, la majorité des membres du parti furent purgés et tous les membres du Politburo ayant collaboré avec Lénine furent écartés, à l'exception de Staline. Des professionnels talentueux furent également sacrifiés. Planificateurs économiques, directeurs d'industrie et scientifiques furent arrêtés pour sabotage et tout manquement aux objectifs de production était considéré comme un acte de sabotage intentionnel, tandis qu'une défaillance technique devenait une preuve de trahison. Dans ce climat, l'innovation et la créativité
avaient été perçues comme des déviations dangereuses. Et seul le silence et la conformité étaient considérés comme des voies sûres. Même Staline lui-même ne put échapper à ce système de peur. Il signait chaque jour une liste de centaines d'arrestations. Et le simple fait d'écrire fusillade à côté de son nom équivalait rapidement à une condamnation à mort. Mais à mesure que la purge progressait, sa paranoïa s'intensifiait. Toute personne de son entourage était soupçonnée d'être un traître potentiel, et même un petit échec était considéré comme un sabotage délibéré. Fin 1938, même le chef du NKVD, Nikolai Yuzov, principal instigateur de la purge, fut arrêté et exécuté. Le système de la peur s'enfonçait dans un cycle autodestructeur dont Staline lui-même et ses complices étaient victimes. Le 23 août 1939, le monde était sous le choc. Une fois la purge interne frénétique terminée, la menace extérieure se concrétisait. L'Union soviétique et l'Allemagne nazie signèrent le traité de non-violabilité. Officiellement, ce traité garantissait l'inviolabilité mutuelle, mais son protocole secret stipulait que l'Europe de l'Est serait partagée entre les deux pays. Staline pensait que ce traité assurait la sécurité de l'Union soviétique, mais ironiquement, le vide militaire et la méfiance interne qu'il avait instauré allaient coûter la vie à Hitler face à l'épreuve catastrophique de l'invasion hitlérienne. Hitler avait planifié son invasion de l'idée dès le départ, et le traité avec l'Union soviétique n'était qu'un expédient temporaire. Dès la fin de 1940, les services de renseignement soviétiques commencèrent à transmettre des rapports sur les préparatifs de l'invasion allemande. Des rassemblements de troupes allemandes furent observés à la frontière, et la date de l'invasion fut précisément indiquée. Les services de renseignement britanniques, l'organisation d'espionnage soviétique, l'Orchestre Rouge, et même des déserteurs allemands ont transmis les mêmes informations. Staline a ignoré tous ces avertissements. Dans sa vision paranoïaque du monde, il s'agissait d'une provocation des impérialistes occidentaux visant à opposer l'Union soviétique à l'Allemagne. Il a réprimandé les journalistes des services de renseignement, et certains ont été punis pour semer la panique. Les gardes frontières ont reçu l'ordre de ne pas répondre aux provocations allemandes. Staline était convaincu qu'il n'ouvrirait pas le front de l'Est avant la fin de la guerre contre la Grande-Bretagne. Son jugement était logiquement raisonnable, mais il a sous-estimé les ambitions et la vanité d'Hitler. Vers 3h15 le 22 juin 1941, 3 millions d'Allemands ont franchi la frontière soviétique. L'opération Barbarossa a été lancée. L'aviation allemande a bombardé les avions soviétiques au sol, les blindés ont pénétré en profondeur et les forces soviétiques étaient totalement sans défense. De nombreuses unités étaient encore déployées en temps de paix et n'étaient pas prêtes au combat. Tôt le matin, la nouvelle est parvenue au Kremlin, mais Staline n'y a pas cru tout de suite. C'est une provocation. Ne tirez pas. Mais après quelques heures, la gravité de la situation devint évidente. Les gardes frontières étaient anéantis, les villes bombardées, et les communications coupées. C'était le moment où le jugement de Staline, dont il était si sûr, se révéla totalement erroné. Staline était en état de choc psychologique et, pendant quelques jours à partir du 22 juin, il ne sortit pas, confiné dans sa datcha, une villa secrète dans la banlieue de Moscou. En l'absence d'un chef national, le système de défense était plongé dans le chaos. Des décisions urgentes étaient nécessaires sur le front, mais personne n'osait donner d'ordre sans l'approbation de Staline. Suite à l'épuration des généraux expérimentés, les commandants restants n'avaient ni la capacité de gérer la situation ni le courage de prendre leurs propres décisions. Dans les premiers jours de l'invasion, les forces soviétiques subirent le choc et les pertes énormes de l'effondrement de toute la ligne de front. Des milliers de chars et d'avions furent détruits et des centaines de milliers de soldats furent encerclés. Lors de cet effondrement, les Allemands bercèrent le front occidental et, après la chute de Minsk, ils avancèrent de 50 km par jour. Suite à l'effondrement de la ligne de front, Smolensk fut encerclé, la route de Moscou sembla souffrir. Et, sur le front nord, Leningrad fut également encerclé, marquant le début d'un siège éprouvant de 900 jours. Début octobre, les Allemands lancèrent leur offensive finale contre Moscou, l'opération Typhon. Les services gouvernementaux furent transférés à l'est et les ambassades étrangères à Kuibychev. La panique gagna les moscovites. Certains tentèrent de fuir et des pillages et des troubles éclatèrent. Staline décida de rester à Moscou. Cette décision était le fruit d'un calcul minutieux car il savait que si la nouvelle de l'abandon de la capitale par le dirigeant venait à se répandre, la volonté de la défendre s'effondrerait complètement. Le 6 novembre, Staline prononça un discours commémorant la révolution depuis un bon que ce terrain, tandis que les forces allemandes avançaient jusqu'aux abords de Moscou. Le lendemain, un défilé militaire traditionnel commémorant l'anniversaire de la révolution eut lieu sur la place rouge. Cet événement se déroula à portée de l'artillerie allemande, symbolisa la résistance tant pour les citoyens que pour les militaires. Le discours de Staline était différent des précédents. Au lieu de la rhétorique révolutionnaire et des luttes des classes, il fit appel à l'histoire russe et à la fierté nationale. Alexandre Nevsky, Dmitri Donskoy, Kutuzov, les héros de l'époque tsariste furent convoqués. Ce fut un moment de transition, celui du révolutionnaire communiste à celui de dirigeant de la nation. Les soldats se dirigèrent directement vers le front dès la fin du défilé, et le bruit de leurs paroles donna espoir aux moscovites. Fin novembre, l'offensive allemande s'arrêta et le rude hiver russe commença.
Les Allemands, non préparés à la bataille hivernale, battirent progressivement en retraite, et les Soviétiques lancèrent une contre-offensive le 5 décembre. La ligne de front fut de nouveau stabilisée grâce au déploiement des forces de réserve venues de Sibérie, et Moscou fut protégée. Mais le prix à payer fut énorme. Durant les 6 premiers mois de l'invasion, l'Union soviétique perdit plus de 4,5 millions de soldats, la plupart tués ou faits prisonniers. Paradoxalement, la catastrophe de la guerre renforça encore le pouvoir de Staline. Face à la crise nationale, toutes les ressources et l'autorité furent concentrées entre les mains du haut commandement, et toute critique ou désaccord était considéré comme une trahison. Le système communiste de temps de guerre fut recréé sous une forme extrême. Les généraux incompétents étaient immédiatement destitués ou fusillés, et les commandants des unités en retraite étaient traités de traîtres. Staline, en tant que commandant suprême, dirigeait directement les opérations. Il s'immisçait dans les détails militaires et ignorait fréquemment les suggestions des généraux. À l'été 1942, ces décisions dogmatiques aboutirent à une stratégie insensée d'offensive simultanée à Stalingrad et dans le Caucase, avec des conséquences catastrophiques dans un premier temps. Mais avec le temps, Staline commença à faire confiance au jugement stratégique de généraux exceptionnels, tels que Gordy Zhukov, Konstantin Lokozovski et Alexandre Vassilievski. Et la situation s'améliora progressivement. La victoire de Stalingrad fut un tournant décisif dans le cours de la guerre. Les forces soviétiques progressèrent alors graduellement vers l'Allemagne, et la guerre prit fin avec la prise de Berlin en mai 1945. Malgré les sacrifices et la destruction massive de dizaines de millions de personnes, Staline s'imposa comme un héros de la guerre des contrastes. Les échecs désastreux du début furent effacés par la victoire finale, et le dictateur renaquit en sauveur. Le 24 juin 1945, un défilé de la victoire eut lieu sur la place rouge. Sous la pluie, des centaines de drapeaux nazis furent jetés devant la tombe de Lénine, et Staline observa la scène depuis les hauteurs. Désormais, il n'était plus seulement secrétaire du parti, mais vénéré comme le dirigeant absolu de l'Union soviétique, élevé au grade de maréchal, un héros de l'histoire mondiale qui avait repoussé le fascisme. La victoire semblait justifier tout le système stalinien. Dans les années 1930, une industrialisation brutale est devenue la base de la production de matériel de guerre, et l'on vantait les mérites d'un système centralisé fort permettant une mobilisation efficace pour la guerre. Bien que l'écran de purge ait affaibli l'armée et conduit à la défaite initiale écrasante. Ce fait fut occulté par l'histoire. De ce fait, Staline fut présenté comme l'architecte et le maître de toutes les victoires. Le culte de la personnalité atteignit des sommets sans précédent. Dans chaque ville, d'immenses statues à son effigie furent érigées et des portraits ornèrent chaque bâtiment. Journaux et radios le louaient quotidiennement et les artistes se sentaient obligés de s'exprimer à travers leurs œuvres. Des titres tels que le grand camarade Staline, le père de toutes les nations, et le génie dirigeant s'imposèrent dans le discours officiel. Ces 60 et 70 anniversaires furent célébrés comme des événements nationaux, et des émissaires communistes du monde entier affluèrent à Moscou. Après la guerre, l'Union soviétique s'imposa comme une superpuissance. Les pays d'Europe devaient se trouver dans sa sphère d'influence. Et la guerre froide débuta en 1949 avec la prise de contrôle de la Chine par le communisme. Le monde était divisé entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et Staline, en tant que chef du mouvement communiste international, dictait la conduite des partis communistes de chaque pays. La mise au point de la bombe atomique par l'Union soviétique en 1949 renforça encore son pouvoir. Mais la gloire de la victoire engendra une nouvelle paranoïa. Selon Staline, les contacts avec les alliés occidentaux pendant la guerre, l'expérience des camps de prisonniers et l'envoi de troupes à l'étranger pouvaient polluer le peuple soviétique. Les prisonniers rapatriés n'étaient pas considérés comme des héros, mais comme des objets de suspicion, et des centaines de milliers d'entre eux furent interrogés ou envoyés au goulag pour trahison. En 1948, la campagne anti-mondialisation débuta. Tout contact avec la culture occidentale, tout mariage avec un étranger et toute lecture de littérature étrangère devint sujet à controverse. Et les juifs furent particulièrement visés. Les intellectuels juifs furent attaqués sous le prétexte des mondialistes déracinés. Et la même année, le président du comité antifasciste et acteur Solomon Mioel trouva la mort dans un mystérieux accident de la route. En réalité, il s'agissait d'un assassinat commandité par le service de sécurité nationale MGB, anciennement le NKVD. Une purge eut également lieu dans les États satellites d'Europe de l'Est. Les dirigeants du Parti communiste actifs en Occident pendant la guerre, ou ayant manifesté leur indépendance vis-à-vis de l'Union soviétique furent éliminés. En 1948, lorsque Tito, en Yougoslavie, rompit avec Staline, la traque des titoïstes commença dans d'autres pays d'Europe de l'Est. Ceux qui n'étaient pas soumis à l'Union soviétique et soutenaient des lignes communistes indépendantes, comme en Hongrie, Kostov en Bulgarie et Sorsky en Tchécoslovaquie furent tous exécutés à l'issue de procès d'épuration publique, et les procès de Moscou des années 1930 se répétèrent en Europe de l'Est. Fin 1952, la paranoïa de Staline atteignit son paroxysme. Le 13 janvier, le journal Prouda publia un article choc intitulé Les démons blancs. Il y était question de médecins éminents qui complotaient pour empoisonner les dirigeants soviétiques, et 9 personnes furent arrêtées. 6 d'entre eux étaient juifs et accusés de collusion avec les services de renseignement occidentaux pour tenter d'assassiner de hauts dirigeants sous couvert de théâtre médical. Les descendants d'Aridanov et d'Alexandre Sherbakov, en particulier, furent qualifiés de crimes par ces médecins. Le médecin de Staline, Vladimir Vinogradov,
fut également arrêté. Des aveux extorqués sous la torture furent extorqués et les médias s'en prirent quotidiennement aux médecins, attisant la haine antisémite. Une nouvelle purge massive avait commencé. Selon les historiens, Staline avait préparé un plan de déportation forcée des Juifs en Sibérie et une purge de l'ensemble du corps médical était également prévue. Sous Staline, même les hauts dignitaires du parti n'étaient plus à l'abri. L'épouse de Molotov fut arrêtée elle aussi et Mikoyan et Borodino, ses fidèles collaborateurs, furent constamment soupçonnés. Staline s'isola progressivement. À 73 ans, sa santé se détériora, mais il ne put recevoir de soins appropriés en raison de l'arrestation de ses médecins. La vie quotidienne, faite de dîners tardifs et de projections de films avec les proches collaborateurs à la Villa du Kremlin, se poursuivit, mais ces rencontres n'eurent rien d'une amitié sincère. Les membres du Politburo restèrent jusqu'alors insultés et menacés par l'humeur de Staline et affichèrent leur allégeance avec rivalité, craignant que chacun ne devienne la prochaine cible des purges. Le 1er mars 1953, Staline dîna comme à son habitude avec ses conseillers à la Via Kunishev. Après le départ des invités à 4 heures du matin, il se retira dans sa chambre, mais n'en sortit que dans l'après-midi. À Thiers, les gardes du corps et les domestiques ne pouvaient frapper à la porte en raison du mot d'ordre ne pas déranger. Ce n'est qu'après 22 heures qu'un garde du corps, prenant son courage à deux mains, entra dans la chambre. Staline gisait sur le sol, près de son lit, inconscient suite à un AVC et paralysé d'un côté. Paniqués, les gardes contactèrent immédiatement le Kremlin, mais personne ne donna d'instructions claires. La prise de contact avec le membre du Politburo fut également retardée, chacun craignant que de fausses alertes n'attisent la colère de Staline. Ce n'est qu'à 3 heures du matin que Beria, son plus proche confident, Malenkov, pressenti pour lui succéder au poste de Premier ministre, et Khrouchtchev, alors membre du Politburo, arrivèrent à la Villa. Ils sentirent de l'état de Staline, mais ne prirent aucune mesure médicale immédiate. Les plus éminents médecins étaient tous emprisonnés dans le cadre de telle affaire de complot médical, et appeler les autres médecins aurait pu les faire soupçonner d'être impliqués. Finalement, le personnel médical arriva à 9 heures du matin, mais il était déjà trop tard. Staline, alité depuis 4 jours, se leva pour survivre. Les membres du Politburo se relayaient à son chevet, mais leur expression tressait davantage d'anxiété et de calcul que de deuil. Ils remplissaient la chambre d'hôpital, craignant qu'il ne profite du vide du pouvoir et qu'il ne serait soupçonné si Staline reprenait conscience. Le 5 mars, vers 21h50, Staline mourut. L'annonce officielle plongea l'Union soviétique entière dans le deuil, et des millions de personnes affluèrent à Moscou pour voir sa dépouille. Des centaines de personnes périrent dans la bousculade, et sa dépouille fut inhumée dans le tombeau de Lénine le 9 mars. Lors des funérailles, Malenkov, Beria et Molotov jurèrent de perpétuer fidèlement l'héritage des grands dirigeants. Peu après la mort de Staline, le Politburo se divisa en deux. Malenkov devient Premier ministre, Khrouchtchev secrétaire du parti et Beria ministre de l'Intérieur. Cependant, une lutte de pouvoir éclate rapidement et Beria est arrêté et exécuté 3 mois plus tard. Malenkov démissionne en 1955 et Khrouchtchev finit par l'emporter, cherchant à rompre avec l'ère stalinienne. Le 25 février 1956, lors de la dernière soirée du mixte congrès du parti, Khrouchtchev prononce un discours de 4 heures lors d'une réunion secrète. Ce discours, intitulé du culte personnel et de ses conséquences, marque un tournant dans l'histoire soviétique. Khrouchtchev expose les crimes de Staline, révélant la vérité sur les grandes purges, la dissimulation du testament de Lénine, l'échec initial de la guerre, les migrations forcées et la manipulation de faux complots. Khrouchtchev déclare « Les crimes de Staline ont causé un tort immense au parti et au pays. Ses doutes paranoïaques et ses abus de pouvoir ont détruit la vie de millions d'innocents. » L'assistance est sous le choc. Ce fut un moment où celui qui avait été vénéré comme un dieu pendant plus de 30 ans fut qualifié de criminel. Pourtant, cette révélation était facultative. Elle ne faisait que souligner les crimes de Staline, sans mentionner la complicité même de la direction du parti. Le contenu du discours secret se répandit rapidement à travers le monde. La société soviétique était plongée dans le chaos. Des centaines de milliers de prisonniers politiques furent libérés du goulag, et l'honneur des condamnés à mort commença à être restauré. Les statues de Staline furent déboulonnées et les villes qui portaient son nom rebaptisées. En 1961, sa dépouille fut exhumée du mausolée de Lénine et inhumée derrière les murs du Kremlin. L'héritage de Staline ne disparut pas facilement. Son système centralisé de parti-État, la surveillance de la police secrète et les structures de contrôle idéologique évoluèrent et perdurèrent jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique en 1991. La peur s'estompa, mais la structure essentielle demeura. Les États satellites d'Europe de les firent de même. Les deux tentatives de réforme, comme le soulèvement hongrois de 1956 et le printemps de Prague de 1968, furent réprimées par les chars soviétiques. Le 5 mars 1953, 30 années de règne et de la terreur prirent fin avec la mort de Staline. Mais ça y restait qu'une question pour beaucoup. Comment un garçon né en 1878 dans une ville pauvre de Géorgie est-il devenu le dictateur qui a bâti le plus grand système de terreur du XXe siècle? Certains analysent que les facteurs psychologiques personnels, tels que les sévices subis pendant l'enfance, le complexe d'infériorité lié aux cicatrices de la variole et une méfiance maladie, ont conduit à la catastrophe face au pouvoir absolu. D'autres soutiennent que des conditions structurelles, comme la théorie léniniste de l'avant-partie, la violence de la guerre civile, la pression de l'industrialisation rapide et la réalité des menaces
menaces extérieures ont rendu la centralisation et les purges inévitables. La paranoïa de Staline a trouvé l'instrument idéal dans la structure centralisée du parti bolchevique. L'idéal de pureté révolutionnaire justifiait la violence et les menaces extérieures rationalisaient les purges internes. À mesure que les failles individuelles et la logique du système s'amplifient mutuellement, la peur est devenue un mécanisme d'autoreproduction. Les profondes cicatrices de la méfiance mutuelle, du cynisme politique, de la séparation des sphères publiques et privées et de la banalisation de la pensée trouble sont restées ancrées dans la psychologie de la société. Ces traces restèrent gravées dans la société russe même après l'effondrement de l'Union soviétique. Les récits de cette époque, même au sein des familles, restèrent longtemps tus et le souvenir des victimes se transmit de génération en génération comme un traumatisme national. Son obsession pour la perfection se retourna contre lui sous la forme d'un pouvoir et d'un système qui dictait le destin de dizaines de millions de personnes. Mais, paradoxalement, même le créateur de ce système se retrouva isolé. Le secrétaire à l'acier est désormais une figure historique. Pourtant, la question qu'il a soulevée demeure. Un homme avide de pouvoir peut-il s'en affranchir? La réponse se cache peut-être dans les contradictions fatales qui surgissent lorsque le désir humain se heurte à la puissance d'un système. Des décennies après la mort de Staline, le paradoxe des systèmes créés par l'homme qui engloutit ces individus persiste et nous accompagne encore aujourd'hui. En janvier 1924, un mausolée temporaire a été érigé sur la place Rouge à Moscou. À l'intérieur gisait un homme décédé 3 jours plus tôt. Cependant, son teint était celui d'une personne vivante. De son vivant, Lénine souhaitait être enterré auprès de sa mère dans sa ville natale. Mais son corps, prisonnier du système qu'il avait créé, demeure encore aujourd'hui conservé dans une vitrine comme symbole national. Cette histoire commence avec l'exécution de son frère en 1887. En 1917, les flammes de la révolution s'allumèrent à Petrograd. Les révolutionnaires cherchaient à renverser l'ancien empire en criant du pain et la paix. Et au centre de cette révolution se trouvait l'architecte Vladimir Ilyich Lénine. Le 22 avril 1870, à Saint-Dirsk, sur le cours moyen de la Volga, dans l'Empire russe, Vladimir Ilyich Ulyanov est né. Son père, Ilya Ulyanov, était un fonctionnaire de l'éducation impériale. La famille bénéficiait d'un environnement stable qui correspondait à l'image idéale de l'Empire, et il a grandi dans un milieu éducatif d'élite. Vladimir était un talent naturel qui a toujours obtenu les meilleures notes, et il parlait couramment le latin et plusieurs langues étrangères. Parmi les professeurs qui lui ont enseigné, il était le père d'Alexandre Korosti, qui devint plus tard un symbole de la contre-révolution. Et il aurait qualifié Vladimir de l'élève le plus exceptionnel que j'ai jamais vu. Mais dès que la première fissure est apparue dans cette famille paisible, ce garçon surdoué a été confronté pour la première fois à la dure réalité. En janvier 1886, son père est décédé subitement d'une hémorragie cérébrale. La vie stable de la famille Ulyanov fut bouleversée. Et lui, qui avait grandi dans un environnement protégé, il ressentit pour la première fois l'indifférence de l'État face à la vie et à la mort d'un individu. Le 20 mai 1887, un choc encore plus grand survint. Son frère Alexandre fut accusé de complot en vue d'assassiner l'empereur Alexandre III romain. Il fut pendu à la forteresse de Chissebourg, près de Saint-Pétersbourg. Il ne s'agissait pas simplement d'une tragédie familiale. L'exécution a été effectuée par la cour impériale et la famille Ulyanov a été qualifiée de famille criminelle du jour au lendemain. Les connaissances de la haute société ont rompu tout contact. Les voisins ont gardé leur distance et l'isolement social s'est rapidement installé. D'après le témoignage ultérieur d'un associé, Vladimir avait alors déclaré « Nous devons emprunter une autre voie ». Il aurait déclaré ceci. À la voie du terroriste individuel qu'avait choisi son frère, Vladimir a choisi une voie plus fondamentale. Au lieu d'être consumé par la colère, il analysa l'événement calmement, ne considérant pas la mort de son frère comme une simple affaire de vengeance, mais en y voyant une opportunité pour planifier des activités révolutionnaires organisées. En décembre de la même année, Vladimir, qui était entré à la faculté de droit de l'université de Kazan, il a été immédiatement expulsé pour avoir participé à un rassemblement étudiant illégal. Il n'a passé qu'un seul semestre à l'université. Après avoir quitté l'établissement, il a lu les œuvres de Karl Marx et les ouvrages analytiques de Plekhanov. Il acquit des connaissances juridiques en autodidacte et rejoignit simultanément des organisations révolutionnaires clandestines. En 1895, Vladimir, âgé de 25 ans, a voyagé à travers l'Europe occidentale et il rencontra des exilés qui suivaient le marxisme pour Plekhanov. À son retour, tout en organisant des groupes de travailleurs à Saint-Pétersbourg, il a été arrêté par la police pour activité marxiste. Il fut condamné à 3 ans d'exil à Chonskoï, en Sibérie, au milieu des champs de neige glaciale et d'un isolement extrême. Il a ainsi pu se concentrer sur l'écriture et la contemplation. En exil, Vladimir a analysé d'énormes quantités de données et il est l'auteur de Le développement du capitalisme en Russie. Ce livre est devenu le fondement théorique de sa façon de organiser des groupes révolutionnaires à l'avenir. Durant cette période, il a épousé Nadezhda Krutskaya. Et cette union s'apparentait davantage à un partenariat révolutionnaire qu'à un amour romantique. Krutskaya fut sa plus proche collaboratrice pendant les décennies suivantes et a joué un rôle clé dans le réseau de communication externe. Durant cette période, il commença à utiliser le pseudonyme de Lénine, ce nom tiré du fleuve Lena en Sibérie. Était bien plus qu'un simple déguisement. Effacer la vie privée d'Ulyanov et se symbolisant lui-même comme un révolutionnaire nouvellement établi en 1900. De retour d'exil, Lénine s'exila immédiatement en Europe,
Basé à Munich, une ville du sud de l'Allemagne, il a fondé le journal révolutionnaire Iskra, qui signifie étincelle, et unifiait les organisations dispersées en un seul point focal. En 1902, il publia le livre Que faire, qui devint par la suite un manuel pour l'organisation bolchevique. Cet ouvrage combinait la théorie de Karl Marx avec l'analyse de Lénine lui-même. La thèse principale était que adhésion souple, débat démocrate et la solidarité de masse ont tous été rejetés au profit d'une élite de révolutionnaires professionnels rigoureusement entraînés, qui seuls pouvaient achever la révolution. En juillet 1903, organisé à Bruxelles et à Londres, le deuxième congrès du NRSDLP est devenu le catalyseur des divisions factionnelles. Lénine cherchait à limiter l'adhésion à une direction tirée et à une obéissance absolue. Mardov, quant à lui, préférait une association plus souple. Suite à la confrontation des deux positions, un vote a été organisé. Et tandis que Lénine gagnait en popularité, même de justesse, il a nommé ses partisans bolcheviques, ce qui signifie la majorité, et l'opposition menchevique, c'est-à-dire la minorité. Cette appellation conférait à Lénine un avantage symbolique et psychologique. Cela accentuait la division au sein du leadership politique et du mouvement lui-même. Parallèlement, le principe du centralisme démocratique a été établi. Cette structure, qui autorise le débat mais exige une obéissance absolue après une décision, elle a servi de cadre à la dictature soviétique à parti unique qui a suivi. En 1905, toute la Russie était en proie au chaos. Le 22 janvier, à Saint-Pétersbourg, pendant que les ouvriers manifestaient pour adresser une pétition au tsar, les tirs des gardes ont tué des centaines de personnes. Lors de l'incident connu sous le nom de dimanche sanglant, se propageant en grève et soulèvement à l'échelle nationale, Lénine revint d'exil pour rejoindre les organisations ouvrières. Cette expérience est devenue un point d'ancrage et la balle initiale pour l'unité organisationnelle du parti. Cependant, la révolution fut rapidement réprimée et Lénine retourna en exil, se déplaçant entre Genève, Paris, Londres et Zurich. Il a erré à travers l'Europe pendant près de 17 ans. En exil, Lénine était un théoricien révolutionnaire, mais c'était aussi un homme aux habitudes extrêmement ordinaires. Il continuait d'écrire dans une chambre miteuse louée à Zurich. Il a commencé sa journée par l'ouverture de la bibliothèque publique et il détestait devoir quitter la bibliothèque à l'heure de la fermeture. Ses collègues socialistes le considéraient comme intransigeant et difficile à gérer. Et au milieu des querelles internes et des conflits de financement, il n'a pas reculé d'un seul pas. En juillet 1914, le déclenchement de la Première Guerre mondiale a provoqué une réaction de Lénine qui a choqué ses pairs. Alors que les partis socialistes européens, ils ont soutenu leur gouvernement et accepté la guerre. Il a lancé le slogan « La guerre impérialiste se transforme en guerre civile », plaidé pour la voie complètement opposée. Son raisonnement était que la défaite de l'Empire russe avait accru le potentiel révolutionnaire. Il était perçu comme extrémiste par ses pairs. Mais Lénine resta inébranlable. Il pensait qu'à mesure que la guerre s'éternisait et que le peuple souffrait, cet épuisement allait devenir le catalyseur de la révolution. En janvier 1917, Lénine s'adressa calmement à de jeunes socialistes à Zurich. Nous, de la génération plus âgée, ne vivons peut-être pas assez longtemps pour voir les batailles décisives de cette révolution. Le public a interprété cela comme la résignation sincère d'un exilé, et Lénine lui-même l'aurait peut-être cru aussi. Mais quelques semaines plus tard seulement, contrairement à ses paroles, les rues de Petrograd ont été le théâtre de manifestations et de rassemblements massifs. Les horreurs de la guerre et l'incompétence du tsar se superposaient. Des grèves et des manifestations ont éclaté dans toute la Russie. Le tsar Nicolas de Romain a finalement abdiqué. La dynastie Romanov, qui a duré 300 ans, s'est effondrée en seulement 3 jours, et l'empire sombra dans un vide de pouvoir sans précédent. En apprenant la nouvelle à Zurich, Lénine chercha immédiatement un moyen de rentrer chez lui. Les routes à Asie étant bloquées, l'état-major allemand a pris l'initiative. La proposition allemande était un calcul strictement guidé par leur propre intérêt. Le raisonnement était le suivant: envoyer Lénine en Russie. Cela entraînerait l'effondrement du front de l'Est. Un débat houleux a éclaté au sein de l'état-major général. Les opposants ont averti que les étincelles de la révolution socialiste, cela pourrait également être dangereux pour l'Allemagne, mais pour réduire les hémorragies sur le front de l'Est. Et en concentrant les forces sur le front occidental, le réalisme a triomphé. Certains ont décrit ce mouvement comme libérer un germe dans le corps de la Russie. L'Allemagne a réservé un traitement spécial au train transportant le groupe de Lénine, le scellé de manière à ce qu'aucun pays ne puisse y monter, en sortir ou insulter. Le train a traversé la Suisse, l'Allemagne, la Suède et la Finlande. En route vers la Russie, d'après les mémoires de Grigory Zinoviev qui l'accompagnait, Lénine a passé tout le voyage à organiser le programme qui serait annoncé à son retour. Le wagon scellé était son dernier moment de préparation. Là où furent finalisés les tests d'avril, la stratégie centrale de la révolution bolchevique, l'Allemagne s'attendait à ce que cette injection de germes ait un impact sur le front de l'Est. Mais le résultat a dégénéré en une variable globale incontrôlable. À 23h, dans la nuit du 16 avril 1917, le train transportant Lénine est arrivé à la gare de Finlande à Petrograd. Des milliers de personnes ont envahi le quai, brandissant des drapeaux rouges et des torches, et un orchestre militaire a joué la Marseillaise pour l'accueillir. Les dirigeants bolcheviques venus à sa rencontre ont prononcé des discours de bienvenue et a tenté de discuter d'une coopération avec le gouvernement provisoire, mais il les a interrompus résolument. Il est monté sur un véhicule blindé devant la gare, et il a crié à la foule au milieu des torches et des projecteurs: tout le pouvoir aux soviétiques, rejetant toute coopération avec le gouvernement provisoire. Ce cri, proclamant une révolution socialiste immédiate, c'était une position radicale à laquelle même les bolcheviks présents ne s'attendaient pas. Cette déclaration fut le prélude aux événements qui allaient décider du sort de la Russie. Le lendemain, le
choc s'est propagé lors de la publication officielle des tests d'avril. La fin de la guerre, nationalisation de paix, renversement du gouvernement provisoire, le transfert immédiat du pouvoir aux sociétés constituait l'une des principales revendications. Même la rédaction du journal du parti, Pravda, ajoute une note de bas de page précisant: ceci n'est que l'opinion personnelle de Lénine, mais pour les soldats et les paysans épuisés par la guerre, les slogans de Lénine représentaient directement ce qui désirait le plus. Et suite à cela, le soutien aux bolcheviks a fortement augmenté. Cependant, le processus ne fut pas sans difficulté. Lors de la manifestation parmi les bolcheviks en juillet, elle fut réprimée par le gouvernement provisoire. Lénine était recherché comme traître. Coiffé d'une perruque et le visage rasé de près, il s'est enfui en traversant la frontière finlandaise. Et au beau milieu de cette fuite extrême, il écrivit l'État et la Révolution. Dans cet ouvrage, il définit l'appareil d'État existant comme un outil au service de la domination bourgeoise, affirmant que la Révolution doit être remplacée par la dictature du prolétariat, gérée par la classe ouvrière elle-même et non par la bourgeoisie. Cette logique fut acceptée comme la nécessité historique et la justification de la prise d'otage d'octobre. Et simultanément, elle devint le fondement théorique des régimes communistes du monde entier. Après des mois de tensions politiques et de préparation organisationnelle bolchevique, Lénine est finalement, grâce à la révolution d'octobre, s'emparer du pouvoir en capturant le palais d'hiver aux premières heures du 7 novembre 1917. Unité bolchevique armée organisée par Trotsky. Ils aussi préventivement des infrastructures et d'activités, notamment des centres téléphoniques, des banques et des chemins de fer. Le tir à blanc du croiseur aura servi de signal pour encercler le palais d'hiver. Et tous les ministres du gouvernement provisoire furent arrêtés avant l'aube. Les combats furent limités et l'événement ressemblait davantage à un coup d'État qu'à une révolution de masse. Le lendemain, Lénine convoqua le deuxième congrès pan-russe des soviets pour garantir une légitimité légale. Armistice inconditionnel par le biais du décret sur la paix. Le décret sur la terre a aboli le système des propriétaires fonciers, répondre directement aux demandes des soldats et des paysans. Suite à la proclamation et Nice par institution, les bolcheviks sont apparus comme une force représentant les aspirations du peuple. Et Lénine s'est imposé comme l'architecte de la révolution, redessinant l'État sur cette base. Mais derrière la prise de pouvoir, Lénine a rapidement fermé la porte à la démocratie. En janvier 1918, l'Assemblée constituante, formée à la suite des premières élections libres de Russie, s'est réunie, mais le Parti socialiste révolutionnaire devint le parti le plus important, bénéficiant d'un soutien massif de la paysannerie. Et les bolcheviks n'ont même pas réussi à obtenir le quart des sièges. Lénine répondit avec fermeté. Le lendemain de la fin de la première session de l'Assemblée, des marins armés ont verrouillé les portes du bâtiment et l'Assemblée constituante a disparu de l'histoire en une seule journée. Lénine expliquait cela comme dissipation de la démocratie bourgeoise. Mais d'un autre côté, certains considèrent cela comme le point de départ de la dictature soviétique à parti unique. Lorsque la volonté du peuple revendiquée par la révolution s'est heurtée à son choix réel, il a privilégié son propre pouvoir sans hésiter. Le 3 mars 1918, moins de 4 mois après la prise du pouvoir, Lénine a signé le traité le plus humiliant de l'histoire russe, le traité de Brest-Litovsk. La Russie soviétique, y compris l'Ukraine, la Biélorussie, les Pays-Baltes et la Finlande, environ 34% de la Russie européenne, 54% des terres agricoles et 89% des industries. Il a dû être rendu à l'Allemagne. Les communistes de gauche au sein du parti s'y opposèrent farouchement, le considérant comme un traité menant à la ruine nationale. Mais Lénine porta un jugement froid et calculé. On peut reconquérir les terres perdues plus tard, mais si le régime s'effondre, tout est fini. Il a qualifié le traité de période de répit. Et comme le traité fut par la suite invalidé par la défaite de l'Allemagne, son jugement s'est réalisé. Mais cette accalmie fut brève. En mai 1918, l'armée blanche contre-révolutionnaire lança une guerre civile à grande échelle avec le soutien des puissances alliées, et tandis que la légion tchécoslovaque, soutenant l'armée blanche, s'emparait du chemin de fer sibérien. Toute la Russie était divisée entre l'armée rouge bolchevique et l'armée rouge, et les forces contre-révolutionnaires de l'armée blanche. C'était là, alors que la guerre civile s'intensifiait. Le gouvernement de Lénine a pris une décision irréversible. Aux premières heures du 17 juillet 1918, dans la ville d'Yekaterinbourg, à l'élément Oural, des coups de feu ont retenti au sous-sol de la maison Nebatier. Nicolas de Romain et l'impératrice, détenus par les bolcheviks après leur abdication, et les 5 enfants ont tous été abattus sur le champ. Alors que l'armée blanche approchait de la ville, les dirigeants bolcheviks locaux, agissant sur les instructions de Moscou, et exécutions sommaires effectuées avec la disparition des derniers descendants de la dynastie Romanov, vieille de 300 ans, la possibilité d'une restauration impériale disparut complètement. Par conséquent, les forces contre-révolutionnaires perdirent toute justification à la négociation. Et pour les bolcheviks, il n'y avait plus aucune possibilité de retraite. La guerre civile était désormais devenue un combat jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'un poste soit complètement anéanti. Si Lénine fut l'architecte de la diplomatie et de la gouvernance, l'homme qui a mené la guerre civile à la victoire sur le champ de bataille était Trotsky. Il a créé l'armée rouge et l'a reconstruite dès le départ d'une manière plus pragmatique que révolutionnaire. La stratégie principale consistait en la mobilisation forcée d'anciens officiers tsaristes, et le nombre d'anciens officiers tsaristes enrôlés de force dans l'armée rouge a atteint 50 000. Le problème était la confiance. Trotsky a instauré le système des commissaires politiques, en plaçant un commissaire du parti bolchevique auprès de chaque commandant militaire. Il exigeait une cosignature pour tous les ordres opérationnels, et pour tout officier qui a refusé d'obéir aux ordres ou qui a déserté. Il accorda au commissaire l'autorisation de procéder à des exécutions sommaires. On a également eu recours à la pratique consistant à prendre les familles des commandants
gardant en otage de facto dans la capitale cette double structure alliant expertise militaire et contrôle idéologique. Il s'agissait du prototype du système des officiers politiques soviétiques et dans les sociétés communistes du monde entier par la suite. Il s'est imposé comme le modèle standard de gestion du pouvoir et de la loyauté. Trotsky commandait l'armée rouge tout en traversant directement les lignes de front et son moyen de transport était un train blindé. Pendant environ 2 ans et demi, de 1918 à 1920, il a parcouru plus de 100 000 km à bord de ce train, présent sur toutes les lignes de front confrontées à une crise. Chaque fois que les lignes de front montraient des signes d'effondrement, Trotsky arriva en train pour rallier les troupes. Parfois, des sanctions sévères sont infligées aux soldats en retraite pour remonter de force leur morale. Le train blindé symbolisait à la fois la guerre civile et Trotsky, démontrant que la révolution s'est maintenue grâce à l'acier et à la poudre à canon. Alors que la guerre s'éternisait, les bolcheviks. Introduction du système Podrazhevska, réquisition forcée, excédent de produits agricoles provenant de paysans utilisant des détachements armés. Bien que cette méthode ait permis d'approvisionner efficacement les lignes de front en nourriture, la motivation des paysans à produire s'en est trouvée fortement diminuée. Avec l'effondrement de l'économie monétaire et la généralisation du troc, la famine et les maladies graves ont sévi dans tout le bassin de la Volga. Cela a conduit à un soulèvement paysan dans l'oblast de Tambov et les forces de répression sous le commandement de Mikhail Tukhachevski. Il l'a réprimé en attaquant même les zones civiles, la paysannerie, qui constituait autrefois la base de soutien de la révolution, devenue la plus grande force hostile du régime. Pour Lénine, la révolution était un début, pas une destination. En mars 1919, il a fondé le Comintern à Moscou pour mondialiser le communisme, unir les partis communistes du monde entier sous un commandement unique, et on s'attendait plus particulièrement à une révolution en Allemagne. Cependant, contrairement aux attentes, le soulèvement spartakiste en Allemagne en 1919 fut réprimé, et la République soviétique hongroise s'est effondrée après seulement 133 jours, ce qui signifie que la réaction en chaîne de la révolution ne s'est pas produite en Europe. L'Union soviétique est devenue un État communiste isolé, entouré de puissances capitalistes, et cet isolement s'est ensuite transformé en un catalyseur qui pousse le régime à se replier encore plus violemment sur lui-même. En réalité, les fondements de la terreur étaient posés avant même la guerre civile, en décembre 1917. 2 mois après la révolution d'octobre, Lénine nomma Félix Dzerzhinsky à la tête de l'armée, de la commission extraordinaire en russe de lutte contre la contre-révolution et le sabotage, création de la police secrète connue sous le nom de Tchéka. La Tchéka opérait en dehors du système légal existant et pouvait faire l'objet d'une arrestation et d'une exécution sommaire sans mandat, procès ni défense, c'est-à-dire toute personne classée comme ennemie de la presse pourrait être éliminée sans aucune preuve. Dzerzhinsky a défini la Tchéka comme une terreur organisée, et de fait, la Tchéka fut l'instrument de terreur choisi par le gouvernement de Lénine et les pratiques d'exécution sommaire et d'opérations de camps de travail forcé. Elle a servi de fondement aux grandes purges staliniennes. Le soir du 30 août 1918, juste après que Lénine eut terminé son discours à l'usine Mitchesena à Moscou, au milieu de la misère causée par le communisme de guerre bolchevique et la réquisition des céréales, considérant la situation comme une trahison de la révolution, Fanny Kaplan, socialiste révolutionnaire, il a pris pour cible Lénine et a été licencié pour des raisons politiques. L'un des 3 tirs n'a fait qu'effleurer ses vêtements, mais les 2 autres lui ont transpercé le cou et le poumon gauche, causant des blessures mortelles. Lénine ne mourut pas sur le coup, mais resta entre la vie et la mort pendant des semaines. Et les conséquences de cet événement furent plus meurtrières que les balles elles-mêmes. La Tchéka a immédiatement et officiellement proclamé la terreur rouge. Les arrestations et les exécutions sont devenues possibles sur la seule base de l'origine sociale, sans procédure légale, et des groupes spécifiques, tels que la bourgeoisie, les anciens officiers et les socialistes révolutionnaires, devenus des cibles potentielles de liquidation. L'assaillant Kaplan a été sommairement exécuté quelques jours plus tard, et le siège de la Tchéka à Loubianka à Moscou devint un symbole de la terreur soviétique. Lénine a miraculeusement survécu, mais la Tchéka, police secrète fondée pour protéger la révolution et maintenir le pouvoir, elle commença rapidement à servir d'instrument de terreur. De ce fait, le régime fut irrémédiablement modifié. En mars 1921, alors que la guerre civile touchait à sa fin, le régime bolchevique était confronté à sa crise interne la plus dangereuse. Les marins de la base navale de Kronstadt, autrefois considérés comme le cœur de la révolution, se révoltèrent. Il ne s'agissait pas d'ennemis de la classe, mais ces mêmes personnes que Lénine appelait la fierté et la gloire de la révolution, sous le slogan des soviets sans bolcheviques. Ils exigeaient des élections libres, la liberté de la presse, la fin des réquisitions forcées et l'abolition de la Tchéka. Ironiquement, leur demande c'était, à l'instar des valeurs que Lénine avait défendues au début de la révolution d'octobre 1917, mais elles avaient refait surface sous une forme qui ciblait les bolcheviks, les sujets même de la révolution. Lénine estimait que cela était plus dangereux que les forces contre-révolutionnaires, parce que les revendications remettent en question la légitimité de la révolution. On ne pouvait l'arrêter par la seule force militaire. Finalement, Lénine a choisi la répression armée plutôt que le dialogue. Les forces de répression commandées par Trotsky avancent jusqu'à Kronstadt en traversant le golfe de Finlande gelé, et bien que la première attaque ait été stoppée par la contre-attaque des marins, ils ont pris la base le 17 mars après 2 semaines de combat. Des milliers de personnes ont été tuées au combat ou exécutées au cours du processus, et beaucoup de ceux qui ont survécu ont été envoyés dans des camps de travail en Sibérie. Ce fut le jour où la révolution retourna ses armes contre ses enfants, autrefois les plus fidèles, pour relancer l'économie et apaiser les troubles sociaux après la répression. Lénine opta pour un repli stratégique face à sa politique de ligne dure. Il convoqua le 10 au congrès du parti pour annoncer la nouvelle politique économique, autoriser les paysans à vendre la surplus de produits agricoles et en autorisant le fonctionnement de petites entreprises
l'entreprise privée et l'économie s'est progressivement redressée. Mais le souvenir de Kronstadt ne s'est jamais effacé. Plus tard, Staline a aboli la NEP et mis en œuvre la collectivisation forcée, ce qui est interprété comme une mesure visant à contrôler l'instabilité de la paysannerie, révélée par la rébellion de Kronstadt et l'expérience de la NEP. En mai 1922, Lénine, âgé de 52 ans, a été victime de son premier accident vasculaire cérébral. Le côté droit de son corps était paralysé et son élocution était également altérée. Il sembla se rétablir brièvement, mais un deuxième accident vasculaire cérébral est survenu en décembre de la même année. Et après cela, il ne put jamais revenir à son état antérieur. Le domaine de Gorky, situé à la périphérie de Moscou, devint sa résidence. Et sous la direction de Staline et d'autres, au nom du repos et du redressement, Lénine était isolé du monde extérieur. Staline, en tant que secrétaire général, contrôlait de fait la santé et la vie quotidienne de Lénine, monopolisait tous les canaux par lesquels Lénine communiquait avec l'extérieur. L'accès à son secrétariat était restreint, et toutes les informations concernant l'état de santé de Lénine et ses instructions, elle fut transmise à la direction du parti par Staline. Lénine ne pouvait pas surveiller directement les mouvements du parti. Il ne pouvait pas non plus savoir si ses instructions étaient correctement exécutées. Le système créé par Lénine pour contrôler le peuple, ironie du sort, Lénine lui-même en fut enchaîné. En décembre 1922, Lénine utilisa ses dernières forces pour dicter son testament à un secrétaire. Le testament mentionnait Trotsky, Zinoviev, Boukharine, etc. Évaluait les principaux dirigeants du parti. La section consacrée à Staline est particulièrement claire. Le camarade Staline a concentré un pouvoir illimité entre ses mains. Et je ne suis pas sûr qu'il l'utilisera toujours avec suffisamment de prudence. Quelques jours plus tard, Lénine dicta une note supplémentaire. Staline est trop grossier. Ce défaut est tolérable entre camarades, mais cela devient intolérable au sein du bureau du secrétaire général. Par conséquent, je suggère aux camarades de trouver une solution pour destituer Staline de son poste de secrétaire général, a-t-il ajouté. Toutefois, ce testament n'a pas été rendu public lors du congrès du parti. Les rivaux potentiels de Staline, Zinoviev et Kamenev, ont coopéré pour bloquer le document parce qu'ils considéraient Trotsky comme une menace plus grande que Staline. Le dernier avertissement de Lénine fut enterré avec le consentement tacite des partisans de Staline, et ce document ne fut rendu public qu'après la mort de Staline, durant l'ère de Nikita Khrouchtchev. Pendant ce temps, au domaine Gorky, Lénine tentait de reprendre le pouvoir lorsqu'il réalisa que Staline insultait sa femme, Krutskaya, sous la pression politique et avec un manque de respect flagrant. En contournant de fait son autorité par ses actions, Lénine envoya une lettre disant « Je romps toute relation avec vous ». Cependant, Staline, qui contrôlait déjà la bureaucratie grâce à sa fonction, l'affaire a été réglée par de simples excuses formelles et Lénine n'était plus en mesure d'obtenir de résultats politiques significatifs. Le 30 décembre 1922, l'URSS fut officiellement créée. Lénine, alité, ne pouvait qu'assister à cette déclaration historique, et son rêve d'une union égale entre les nations ne s'est jamais réalisé. Le pouvoir réel était déjà concentré et exercé par le secrétariat à Moscou et sous Staline, qui était devenu le véritable détenteur du pouvoir. Le 21 janvier 1924, à 18h50, Lénine est décédé des suites d'un quatrième accident vasculaire cérébral. Il avait 53 ans. Staline se mit immédiatement en mouvement comme prévu. Il a donné à son rival Trotsky une fausse date d'obsèques pour l'empêcher d'y assister. Et en se tenant en tête du cortège funèbre, il a imprimé dans l'esprit du public l'image d'un successeur légitime de Lénine. Les discussions sur la publication du testament de Lénine ont été bloquées comme prévu. Tout contenu défavorable à Staline était supprimé ou modifié dans les archives du parti. Lénine n'a même pas pu exaucer son dernier souhait, être enterré auprès de sa mère. Son corps fut embaumé et placé définitivement dans un mausolée de la place aux Rouges. Cette scène était essentielle pour que Staline s'impose comme le successeur légitime et pour légitimer toutes ses décisions politiques. En 1930, le mausolée de Lénine a été remplacé. Il était autrefois en bois, mais en granit rouge. Elle prend l'apparence qu'elle a aujourd'hui. Selon certaines sources, son cerveau a été divisé en environ 30 000 tranches peu après sa mort. Sous prétexte d'étudier le génie, il était conservé dans un laboratoire d'un institut de Moscou. Et tandis que les recherches se sont poursuivies pendant des décennies, aucune conclusion significative n'a jamais été tirée. La préservation du corps fut de fait érigée en projet national. Chaque semaine, l'hydratation était renouvelée, le teint ajusté et les tissus renforcés, avec des traitements chimiques réguliers pour prévenir la dégradation du corps. On estime qu'environ 500 000 roubles étaient investis chaque année à cet effet, avec plus de 20 personnes dévouées impliquées, et en incluant l'entretien des installations et des équipements, une part importante du budget du gouvernement soviétique. Il est avéré qu'il a été utilisé pour la gestion du corps de Lénine. L'équipe de recherche dédiée responsable de ce travail, le plus haut niveau de secret et de privilège lui était garanti, et cette technologie aurait ensuite été utilisée à titre de référence pour la préservation des corps d'autres dirigeants communistes. Le corps de Lénine n'était plus celui d'un individu, mais un symbole de la légitimité de l'État, et elle fut intégrée au système étatique. Lorsque l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, la plupart des symboles communistes ont été démantelés, mais le mausolée de Lénine sur la place rouge est resté intact. Le président Boris Eltsine a proposé ses funérailles, mais la décision a été reportée pendant plus de 30 ans en raison de l'opposition des personnes âgées et des sympathisants communistes.
Le régime de Vladimir Poutine utilise le mausolée comme ressource pour l'éducation historique et le tourisme. Réinterpréter Lénine non pas comme un communiste, mais comme un des bâtisseurs de l'État russe. Les budgets d'entretien ont continué d'être alloués et Lénine restait exposé dans les vitrines. En juin 2025, pour la première fois depuis 1924, le mausolée a été fermé pendant environ 2 ans pour des réparations structurelles de longue durée. Citoyens et touristes vont affluer sur la place rouge des Lobes, formant des files d'attente sur des kilomètres. Durant la période de réparation, l'état chimique du corps a été réexaminé. Des discussions ont également eu lieu concernant les limites des technologies de conservation et leur avenir. Certains chercheurs analysent que le corps de Lénine n'est plus un symbole de la révolution, mais une existence qu'on ne peut enterrer pour des raisons politiques, représentant un État où la Russie n'a pas complètement abandonné et elle n'a pas complètement surpassé son passé. En 1887, à Saint-Dirsk, un garçon apprit que son frère avait été exécuté par pendaison et il décidait qu'il devait changer le monde. 37 ans plus tard, cette détermination a conduit à la création du premier État socialiste au monde. Et dans ce processus, l'architecte est resté sous vitrine comme un symbole historique. La question de savoir si Lénine a voulu la dictature de Staline reste posée, mais le point important est que le système qu'il a laissé derrière lui, il a changé le cours de l'histoire, quelles que soient ses intentions. La révolution bolchevique n'était pas simplement un événement qui a changé le système politique d'une nation. C'était un exemple clair de la manière dont les idéaux les plus solides conçus par l'humanité se transforment sous la pression de la réalité et parfois elles se déforment de façon saisissante. Vladimir Ilyich Lénine s'est dirigé vers l'idéal ambitieux d'une société sans classe et égalitaire. Sa volonté était inébranlable et sa conviction absolue. Cependant, cette constance demeurait la plus grande ironie de la figure connue sous le nom de Lénine. Dans le processus de la révolution, la violence est devenue un outil et les moyens étaient justifiés par la fin. En conséquence, la terreur rouge fut perpétrée au nom de la révolution. Ils ont transformé l'aspiration aux idéaux en folie collective et un nouveau système de terreur s'est enraciné dans toute la société. La tyrannie du régime tsariste que Lénine cherchait à renverser a été ressuscitée sous une forme différente. Et le système qu'il a conçu fonctionnait selon les principes de l'efficacité froide et de la coercition. Les idéaux sont restés, mais les valeurs humaines et les limites éthiques se sont peu à peu estompées. La vie et la révolution de Lénine dépassent le cadre des choix d'un seul homme politique. Servir de terrain d'essai historique. Cela révèle ce qui se passe au moment où les idéaux et la réalité se heurtent. En tant que révolutionnaire, il a démontré qu'un individu peut être le sujet qui change une époque. Mais en même temps, cela a révélé que même l'architecte lui-même peut être piégé à l'intérieur de la structure qu'il a créée. Cette ironie fut à la fois la tragédie personnelle de Lénine et une partie du récit qui a traversé le siècle. L'héritage qu'il a laissé derrière lui ne peut se résumer à une seule signification. Certains le considéraient comme un symbole de la libération du peuple, tandis que d'autres le considéraient comme le fondateur d'un régime dictatorial impitoyable. En réalité, les deux perspectives coexistent et les tensions entre eux restent encore aujourd'hui non résolues. L'histoire de Lénine s'achève ici, mais les questions qu'il a laissées derrière lui n'ont pas disparu. Les idéaux sont toujours mis à l'épreuve par la réalité et, dans ce processus, les contradictions et les limites humaines se révèlent. Cette question dépasse les frontières de toute époque ou mythologie particulière. Et tant qu'il existera des contradictions dans la nature humaine et dans les systèmes, elle restera valable à jamais devant nous. À ce moment précis, la révolution de Lénine perdure dans l'histoire.